Nous allons parler au début sur l'avantage des microservices par rapport aux applications monolithiques. Par la suite, une présentation de l'environnement, préparation afin de commencer les démos de services fabrique. Dans la mouvance d'un marché en constante évolution, l'un des principaux enjeux au maintien de la compétitivité des entreprises digitalisées demeure l'agilité informatique. Or, dans leur état actuel, les systèmes IT ont du mal à s'adapter aux dernières évolutions technologiques telles que la mobilité ou l'Internet des objets et à leurs nouvelles exigences. Avec un grand nombre d'interdépendances de services liés au cycle de vie d'un projet IT, chaque modification du code source d'une application monolithique classique peut la déstabiliser dans la maintenance. C'est pour cette raison que les entreprises ont eu recours vers des architectures plus optimisées, évolutives, assurant une disponibilité continue et moins coûteuses en termes de consommation des ressources, et notamment orientées microservices. Un changement de temps plus urgent qu'il est indispensable face à une concurrence agressive, et notamment celle des startups, qui ne sont pas encore encombrées par des infrastructures rigides. Avant de parler des microservices, nous devons comprendre la différence entre l'approche d'application traditionnelle et l'approche d'application de microservices. Toute application est conçue comme un ensemble de services qui peuvent être développés, testés, versionnés, déployés et maintenus avec une gestion de changement établie. Pour les applications monolithiques, leur évolution et leur disponibilité se fait en clonant l'application sur plusieurs serveurs ou virtual machines. Mais pour les microservices, ceci se fait en déploiement, chacune indépendamment avec plusieurs instances sur plusieurs serveurs ou machines virtuelles. Je recommande vivement à voir plus de détails dans le site de Martin Fowler. Les microservices ressemblent beaucoup aux ruches des abeilles. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun qui est la survie de la colonie. La reine, les ouvrières et les fous bourdons possèdent chacun leurs particularités et doivent alors assumer des tâches bien distinctes. Lors du développement d'une application côté client-serveur, vous pouvez la démarrer avec une architecture modulaire hexagonale ou en couches composées de différents types de composants ou de couches. Commençons par la couche de présentation qui est la couche interface utilisateur qui pourra être une application web, mobile ou client riche. La couche service est responsable à la gestion des requêtes HTTP et de réponses avec HTML ou JSON ou XML. Donnons l'exemple des API et des services web. Il y a la couche logique métier et à la fin la couche d'accès à la base de données. Malgré une architecture logiquement modulaire, l'application est empaquetée et déployée comme un monolithe. Les applications monolithiques sont davantage un package complet unique, ayant tous les composants et les services nécessaires associés encapsulés dans un package. Pour les microservices, l'idée est vraiment simple. Elle consiste à diviser votre application en un ensemble de services plus petits et interconnectés au lieu de construire une seule application monolithique. Chaque microservice est une petite application qui possède sa propre architecture hexagonale composée d'une logique métier avec divers adaptateurs. Chaque microservice exposerait une REST API, RPC ou basée sur des messages. La plupart des services utilisent des API fournis par d'autres services. D'autres microservices peuvent implémenter une interface utilisateur web. Les microservices sont déployés indépendamment avec leur propre base de données par service, donc sous-adjacente. Les microservices nous permettent d'évoluer, de déployer des parties de l'application indépendamment. Ils offrent des grands défis logiciels distribués. Mais, avec ces bénéfices, on ne peut pas choisir toujours cette approche. Car
Les microservices sont destinés à de grandes applications distribuées évolutives et à long terme. Et surtout, une recommandation, il ne faut surtout pas sous-estimer la complexité en implémentation et en test aussi. Nous allons présenter maintenant les différentes architectures et modèles du microservice. Donc ce tableau résume les modèles et les technologies modernes à utiliser comme les conteneurs. Il existe de nombreux modèles dont la plupart sont liés ou issus à la conception pilotée par Domain Design Driven. Et nous trouvons ici Service Fabric. Les entreprises ont face à des challenges dans leur passage vers le cloud, car il y a par exemple l'optimisation du développement des microservices à prendre en considération. De même, atteindre une cohérence fiable de l'état des données sans problème de latence, surveillance et gouvernance au niveau global et granulaire, exécution d'applications hautement sécurisées à grande échelle, jusqu'à l'intégration et développement continu. Si on prend l'exemple de Microsoft Azure, nous allons trouver pas mal de services PaaS, progiciels en tant que service pour héberger les microservices. Ici, on va voir 3 services majeurs dans Azure. Il y a les services fabriques que nous allons voir plus en détail durant notre session aujourd'hui. Ils supportent microservices développés par n'importe quel langage de programmation. Nous avons également avec le service Mesh, ici on parle de CaaS, Container as a Service, conteneur en tant que service, et il propose plus de fonctionnalités de routage intelligentes. Nous avons aussi Azure Kubernetes qui est un orchestrateur des conteneurs, contenant des microservices déployés faciles à gérer. Et enfin, nous avons Azure Functions, qui fait partie des services serverless d'Azure, permettant d'implémenter des fonctions pouvant former un microservice. Une fonction va agir suivant les déclencheurs, triggers, on appelle des triggers. Service Fabric vous permet de créer et de gérer des applications évolutives et fiables, composées de microservices. Ces microservices distribués s'exécutent à très haute densité sur un pool partagé de machines virtuelles, ce qui correspond à un cluster. Service Fabric fournit un runtime léger et sophistiqué qui prend en charge les microservices sans état et avec état. Il fournit également des fonctionnalités complètes de gestion d'applications pour la configuration, le déploiement, l'analyse, la mise à niveau ou mise à jour corrective et la suppression d'applications. Service Fabric représente la plateforme de nouvelle génération pour la création et la gestion de ces applications d'entreprise de niveau 1 à l'échelle du cloud et exécutées dans des conteneurs et fonctionne avec autres fournisseurs tels que Amazon, AWS, OpenStack par exemple. Azure Service Fabric est une plateforme de systèmes distribués qui facilite le packaging, le déploiement et la gestion des conteneurs et de microservices évolutifs et fiables. Le Service Fabric résout également les problèmes non négligeables de développement et de la gestion des applications natives au cloud. Les développeurs et administrateurs sont en mesure d'éviter les problèmes d'infrastructure complexes et peuvent se concentrer sur l'implémentation de charges de travail stratégiques et exigeantes, évolutives, fiables, faciles à gérer. Service Fabric peut être exécuté partout. Vous pouvez créer des clusters pour Service Fabric dans de nombreux environnements, notamment Azure ou locaux, c'est-à-dire en premise, sous Windows Server ou Linux. Vous pouvez même créer des clusters sur d'autres clouds privés, publics aussi. Entre autres, l'environnement de déploiement et de développement dans le kit de développement logiciel. On parle ici de SDK
est identique à l'environnement de production, sans aucun émulateur impliqué. En d'autres termes, ce qui est exécuté sur votre cluster de développement local est déployé sur les clusters dans les autres environnements, tels que l'environnement de production. Service Fabric est un projet open source utilisé dans de nombreux services de l'infrastructure Azure, tels que, et aussi d'autres services de Microsoft, notamment Azure Event Hub, Azure Cosmos DB, Azure SQL DB, Cortana. Les principales sous-sections de Service Fabric peuvent être vues ci-dessous. Service Fabric fournit des capacités de gestion de cycle de vie aux applications basées sur des microservices. Les microservices sont hébergés dans des conteneurs qui sont déployés sur le cluster Service Fabric. L'utilisation de conteneurs au lieu de machines virtuelles signifie une augmentation massive de la densité et une densité encore plus grande peut être obtenue en passant des conteneurs aux microservices dans ces conteneurs. Par exemple, un cluster unique pour Azure SQL Database est composé de centaines de machines exécutant des dizaines de milliers de conteneurs qui, à leur tour, hébergent des centaines de milliers de bases de données. Et chaque base de données est considérée comme microservice avec état Service Fabric. Dans ce schéma, nous avons l'architecture de Service Fabric. Chaque couche possède un rôle spécifique. Par exemple, la première couche à partir du bas, le sous-système du transport est chargé de fournir des canaux de communication sécurisés entre les nœuds d'un cluster Service Fabric. Le sous-système de fédération ci-dessous permet de regrouper logiquement des nœuds physiques ou virtuels dans un cluster, afin qu'ils puissent être gérés comme une unité. Cela aide Service Fabric à effectuer des tâches telles que la détection des pannes, l'élection des leaders et le routage. Le sous-système de transport fournit un canal de communication pour les communications inter- et intra-cluster. Le sous-système de fédération est responsable du regroupement logique des machines virtuelles ou physiques pour former un cluster Service Fabric. Ces sous-systèmes utilisent l'infrastructure de communication fournie par le sous-système de transport pour réaliser ce regroupement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle de Microsoft. Vous trouvez le lien à la fin de cette session. Passons maintenant à la pratique. Avant de commencer, nous devons satisfaire ces prérequis afin de pouvoir configurer notre environnement de développement Windows pour créer Service Fabric. Nous allons commencer maintenant par la configuration de notre machine. Donc, on commence par installer Visual Studio 2019, la dernière version. Vous pouvez également utiliser la version 2017 qui doit inclure les options liées à Docker. Donc ici, comme vous voyez, donc nous avons les trois versions, Community, la version gratuite, professionnelle et entreprise. Donc vous trouvez le lien avec la présentation. Si vous avez déjà Visual Studio 2017 ou 2019, vous pouvez installer Microsoft Azure Service Fabric, le SDK. Sinon, vous trouvez d'autres liens. Donc, comme vous voyez ici, on ouvre, donc si on essaie de vérifier au niveau Visual Studio, on cherche donc Azure Fabric. On revient donc afin d'installer notre SDK, afin de pouvoir trouver notre template dans Visual Studio 2019. Donc, comme vous voyez ici, nous avons Web Platform Installer qui se lance. Nous trouvons le preview de Service Fabric Mesh, mais nous allons installer le premier. Donc, clique sur Add, puis Install. Et l'installation donc va vérifier les prérequis, puis en quelques minutes, notre a été terminé avec le programme succès. Web Platform Installer. Clique sur Exit. Maintenant,
on essaie de ouvrir donc Visual Studio 2019. On clique sur créer un projet, Create a New Project. On cherche par mot-clé Service Fabric. Et ici, nous avons le template Service Fabric Application qui nous permet de créer une application en utilisant le Service Fabric. Donc, un template prêt. On écrit le nom du projet. Donc ici, on a la location où on peut le mettre, le nom de la solution. Voilà, on va donner le nom global Azure Test Template. Ici, nous avons tous les frameworks qu'on pouvait utiliser. Nous allons utiliser la nouvelle, la récente, donc 4.8. Clique sur Create ou Créer si vous avez la version en français de Visual Studio. Et ici, on trouve pas mal de services qu'on peut utiliser. Nous avons de type stateless et stateful. On va parler de ça à la fin, mais durant cette session, nous allons tester tout ce qui est stateless, c'est-à-dire sans état, un service sans état. Ici, on voit les conteneurs aussi. Et on a également .NET Framework. Voilà, donc c'est avec état stateless ici. Donc nous, on va choisir stateless. On va créer un service juste pour voir comment on peut l'exécuter. Donc ici, on va commencer par la mise en place d'un cluster, la structure de cluster. Tout d'abord, nous allons chercher le manager du cluster de Service Fabric qui a été déjà installé à travers donc, le SDK. On le trouve avec le SDK. On doit le lancer en tant qu'administrateur. Et ici, on trouve notre cluster. Donc, on doit cliquer sur Start pour pouvoir démarrer le cluster, comme vous voyez ici. Et après, nous allons chercher, on va cliquer sur Manager Cluster ici, on revient, Manage Local Cluster, afin de pouvoir accéder à l'interface de gestion des clusters. Ici, on peut choisir un nœud ou 5 nœuds, donc ça dépend de ce que vous voulez exactement. Un nœud est suffisant en tout cas pour le cas de développement. Mais nous, on va travailler avec 5 nœuds. On a choisi 5 nœuds. Et là, on trouve l'explorateur de Service Fabric. Ici, donc, vous trouvez le système, vous trouvez les applications. Pour l'instant, on n'a pas d'application parce qu'on n'a pas ni compilé, ni publié une application. Mais ici, vous trouvez toutes les caractéristiques liées au nœud, au cluster, les différents nœuds. Je vous laisse découvrir. Nous allons créer maintenant Service Fabric en utilisant Visual Studio. Donc on vient, on fait créer de nouveau, donc new project, créer un nouveau projet. On va chercher le template de Service Fabric, pas Kubernetes, Fabric, c'est ça. Nous allons donner un nom de projet, donc Service Fabric Démo, et on clique sur créer, donc le même framework, créer. Donc on va choisir un service sans état, stateless service. On va donner un nom, bon, regardez ça. Et un emplacement, vous pouvez changer votre emplacement. Comme vous voyez ici, donc quand on clique, on a le projet. Quand on clique sur Start, on aura ça. Ici, donc maintenant, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs instances. Et ceci veut dire que le projet fonctionne correctement. Voilà. Maintenant, on va essayer de récupérer notre Service Fabric Explorer. On a le statut vert, donc ça détermine la bonne santé, on va dire, qu'on n'a pas des erreurs. Et comme vous voyez ici, notre application a été déployée, compilée plutôt.
Voilà, avec toutes les informations qu'on a besoin si nous rencontrons des problèmes. Ici, notre application, elle est déployée sur tous les nœuds parce qu'on n'a pas défini déjà ça. Donc, comme vous voyez ici, voilà, tout est bon. Pour l'instant, on n'a pas d'erreur. Revenons donc à la structure de notre projet. Comme vous voyez qu'on l'a créé déjà, qu'on l'a démarré, starté. Ici, nous avons plusieurs parties, comme vous voyez ici. Au niveau de la configuration, on a un fichier applicationmanifest.xml. Là, nous avons donc la valeur 1 pour dire que c'est un seul nœud. La valeur 1 ici. Donc, on peut changer ces valeurs suivant nos besoins. Maintenant, on va revenir ici. Comme vous voyez, on a les 5 nœuds. L'application n'est plus là parce que elle n'a pas été publiée. On l'a juste compilée. Ici, comme vous voyez, on a notre projet avec un fichier service-manifest.xml où on a notre service à état. Maintenant, nous allons publier un service fabrique en utilisant Visual Studio afin de garder ce service en ligne. Donc là, on peut choisir entre un nœud et 5 nœuds. Dans notre cas, on a 5 nœuds. Donc on choisit Local Cluster parce on va déployer une image du cluster. Ici, on va choisir 5 nœuds. Donc, on va cliquer sur Publish ou Publier. Et là, donc, on est en train de publier une image de notre service fabrique. Maintenant, comme vous voyez ici, on va essayer de rafraîchir. Donc, c'est en cours. Là, on a l'application qui est déployée. Même si on clique sur arrêter, l'application, elle reste toujours déployée en tout cas. Donc, tout à l'heure, on a cliqué sur Start pour pouvoir déployer. Mais maintenant, c'est arrêté et en publiant l'application, elle reste toujours, l'image reste toujours dans les nœuds. Maintenant, nous allons créer une application .NET Service Fabric. Donc, on va fermer cette application, cette solution, Close Solution. Après, nous allons créer un nouveau projet. Donc, de même, on cherche le template de Service Fabric Application, on clique sur Suivant, on donne donc le nom du projet. Donc, on va suivre les mêmes instructions, comme tout à l'heure. Donc, on va créer un projet Voting Web App. Ce projet, en fait, on a pris un exemple de la documentation de Microsoft pour tester les services fabriques. Vous trouvez ça dans GitHub, je vais vous mentionner ça après. Donc, juste je vais vous montrer comment on peut créer donc, une application .NET. Après, on va récupérer la source au niveau de GitHub directement. Là, vous trouvez plusieurs templates, API, Web Application, MVC, Angular. Donc, vous avez pas mal de templates qu'on pouvait utiliser. Là, on clique sur Créer. Et ici, vous trouvez la documentation aussi qui vous permet d'expliquer comment. Donc, là, on a donc notre projet web. On va changer le nom. Donc, ou après, on verra comment on va faire pour ce projet. On va récupérer directement la source. Mais je vais vous montrer donc ce qui était décrit dans la documentation de Microsoft. Mais vous pouvez créer, peu importe le projet web.
Juste, on remarque qu'on a en haut donc notre service fabrique avec les mêmes packages, application package root, application parameters, avec les mêmes dossiers qu'on a, et en bas notre application web qui est une application web MVC. Donc rien n'a changé à ce niveau. Ce qui est de plus pour notre cas ici, c'est que c'est juste le projet de service fabrique qui s'ajoute en haut. Mais là, quand vous voyez, donc on va ajouter du JS. Donc on va juste copier-coller ce qu'on a ici dans la documentation. Quand vous voyez ici le lien pour créer donc ce projet. On va suivre les instructions. Donc juste pour montrer qu'il n'y a aucune différence entre la création d'un projet MVC et un projet MVC donc inclus dans un service fabrique. Donc là, on va chercher index, on va continuer à copier-coller le code. On a commencé par site.js, on cherche index maintenant. Quand vous voyez l'arborescence ici de la solution, donc MVC, vous trouvez tous les dossiers qu'on connaît déjà. Donc je vais ajouter un bout de code ici pour index. Et de même, donc il y aura donc une copie pour layout aussi, pour pouvoir ajouter donc les navigations, tout ce qui est nécessaire. Donc là, comme vous voyez, donc on a donc vote, et là, on va supprimer ça pour layout, pour ajouter ce qu'on a besoin. Voilà. Angular, on utilise Angular ici par exemple. C'est juste une application de vote, on ajoute des votes, les noms donc des gens pour faire le vote. Et bon, voilà. Ça, donc, les différentes étapes pour créer une application .NET, peu importe, donc MVC, API, Web API, peu importe. Ici, on voit donc qu'on a que notre classe hérite de Stateless Service. Vous voyez ici, donc je voulais juste changer ici Voting Web, parce que Web 1, bon, ça n'a pas de sens. Mais bon, sinon, on va récupérer dans tous les cas de GitHub. Je vais vous montrer comment on peut récupérer après, à travers GitHub, la même solution, au niveau en clonant donc la version donc GitHub. Donc ici, on continue quelques modifications nécessaires qu'on a besoin afin donc de voir. Donc ici, on va ajouter HTTP client pour le using system.net.http. Donc là, donc continue à copier. Donc je vous montre ce qu'on a à faire ici. Et on va créer un contrôleur, par exemple voting controller, qui va donc voilà, inclure l'opération d'ajout et de suppression des votes. Voilà donc quand vous voyez, c'est vraiment simple. Maintenant, donc, on va ajouter les blocs copiés donc à travers la documentation, donc les opérations qu'on voulait le faire. Voilà, donc je vais essayer d'utiliser quelques outils intégrés dans Visual Studio pour nettoyer, donc les using. Là, on a copié, donc on a le get pour ajouter. Là. Elle récupère et ajoute, donc une seule opération qui fait tout, en tout cas, qui ajoute, qui supprime. Voilà. Maintenant, donc, voilà, vous voyez la structure du projet.
Je vais juste changer le nom ici, peut-être, ce sera intéressant pour avoir un nom significatif au moins, Voting Web par exemple. Et en bas, comme vous voyez, donc en haut, en bas, le changement de nom a déplacé donc le projet. Ici, on va juste compiler donc pour vérifier que tout est bon. Sinon, après, maintenant, je vais expliquer comment vous pouvez ajouter directement. Voilà la solution dans GitHub qu'on est en train de copier. Donc, on pouvait cloner au niveau Visual Studio. On revient à Visual Studio ici. Donc, on va cliquer sur fermer la solution, Close Solution. Et là, on va cliquer sur Clone. On va choisir GitHub. Quand on clique, on aura ça. Puis, on clique sur Clone, cloner, pour avoir une copie. Voilà, ici, on va attendre le chargement donc, de la solution. Puis, on va chercher notre SLN. Voilà, notre SLN ici, en bas. Voilà, la structure du projet qu'on vient de la récupérer de GitHub. Et pour lancer la solution, il faut cliquer sur Voting SLN. Voilà. Et on aura donc toute la solution complète, la partie web, partie data. Donc vous avez tous les détails pour recréer cette solution ou juste récupérer afin de pouvoir faire les tests. Donc je vais recompiler la solution. Puis, on clique sur Start. Et là, comme vous voyez, donc tout fonctionne donc, dans les événements. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier. Oui, il est là, notre application. Donc, nous avons l'ancienne application, la démo. Donc, et là, c'est l'application de voting. On voit ici les deux projets qu'on a dans notre solution, la partie data et la partie web. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, on a eu des problèmes, peut-être, d'exécution. Là, on peut détecter c'est quoi l'erreur, on peut chercher l'erreur, vérifier qu'est-ce qui se passe exactement. Donc ici on a la version bêta qu'on peut le tester aussi. Donc une nouvelle version. Mais bon, je vais garder l'ancienne version pour l'instant, durant toute la session. Ici vous voyez donc aussi donc, des messages d'erreur qu'on peut avoir si on rencontre des problèmes par exemple. Par la suite, voilà, nous allons vérifier ici, si on réfléchit. Voilà, une application, parce qu'on n'a pas encore déployé notre application, on a juste l'ancienne pour l'instant, donc je vais sortir de mode bêta. Donc là, tout est bon, vert, on a une seule application qui est l'ancienne application. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc là, comme vous voyez encore, donc ce qu'on va faire, on va voir notre application, donc on va choisir le bon port, on va mettre le port 8080. Donc là, on a quelques problèmes peut-être qu'on a, donc, mais c'est juste parce qu'on est en train de chargement. On a la liste des nœuds. Voilà, tout est bon maintenant. On n'a pas d'erreur. Et notre application de vote est comme suit, donc Service Fabric, Voting Sample. On va ajouter, supprimer, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste un exemple trop simple, juste pour voir comment on peut utiliser Service Fabric en mode sans état.
Durant la session, on va juste mettre le focus sur le mode sans état. Nous allons maintenant commencer à compiler une application. Donc, on va cliquer sur le projet, clic droit, publier. Et ici, on trouve toutes les propriétés nécessaires. Nous, on va publier sur Azure Fabric. Donc, on va choisir de créer un nouveau cluster. On va remplir toutes les informations nécessaires ici. Donc, notre compte d'inscription, location, donc tout ce qui est nécessaire pour créer, donc, comme dans le portail d'Azure. Donc ici, on va définir le nombre de mots. Donc nous, ici, on a 5. Donc on va mettre le même nombre de mots qu'on a utilisé. On ne peut pas parce qu'on doit continuer à mettre toutes les informations nécessaires, toutes les configurations nécessaires pour la création des VM, pour les mots de passe des VM et pour les adresses. Donc il faut ajouter à la fin pour les adresses 8080 afin de pouvoir consulter le site après le déploiement. Donc je vais remplir toutes ces informations. Je passe, si je confirme. Voilà, donc username, password de machine virtuelle, de la machine virtuelle, comme vous voyez. Et on va choisir donc, le plan de voiture. Donc ça dépend de la facturation ici, donc de notre utilisation. Ça dépend aussi au niveau de la facturation. Donc là, donc, on attend la compilation, la publication. Donc ça prend quelques minutes pour créer une nouvelle ressource dans Azure, incluant tout ce qu'on a besoin pour créer Azure Fabric, les VM et tout. Donc ça prend un peu de temps. Comme vous voyez ici, donc la progression. Maintenant, donc, on va revenir, on va cliquer sur publier pour vérifier si notre cluster a été créé. Le lien ici, voilà, c'est bon. Et on va vérifier au niveau du portail Azure. On va sélectionner par notre ressource, le clic RG, et on trouve tout. Comme vous voyez ici, pas mal de ressources ont été ajoutées, donc on va essayer de voir au niveau. On va publier maintenant directement dans Azure Fabric pour pouvoir récupérer les liens nécessaires et voir notre application. Donc on vérifie ici. Ok, c'est là, c'est bon. Tout est créé, c'est-à-dire ici les propriétés, les informations nécessaires. Donc je reviens juste pour voir. Je reviens ici. Donc on a en haut le lien de notre application. On a les mots ici, comme vous voyez. Tout est bien créé. Donc tant que le statut est vert, donc tout est bon. Maintenant on peut publier en issue. Donc on choisit Cloud, Cloud XML, parce que c'est pour le cloud. Et on clique sur Publish. Voilà. Maintenant, on va voir, on va essayer, ça prend quelques minutes pour se lancer. On revient vers notre service Fabric. Donc il y a une mise à jour. Là, on va vérifier Azure Fabric Explorer, comme vous voyez ici. Voilà. Donc 5 lignes, une application déjà déployée et le statut est vert pour l'instant, pas d'erreur. Maintenant,
Maintenant, nous allons voir notre application après le déploiement. Donc voilà, donc c'est la même interface, donc c'est la même chose. Ici, il fait la mise à jour par exemple, si on change, donc tout est correct, fonctionne correctement. Comme vous voyez ici, donc déployé, voilà. Maintenant, donc voilà. Dans la suite, on va essayer d'utiliser les conteneurs Docker dans Service Fabric. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc c'est quoi Docker? Docker, c'est un conteneur qui facilite la création, le déploiement et l'exécution d'applications à l'aide d'une approche de containerisation. Les conteneurs sont légers et prennent moins de temps à démarrer que les serveurs traditionnels. Il augmente également les performances et les coûts tout en offrant une gestion appropriée des ressources. Un autre avantage de l'utilisation de Docker est que vous n'avez plus besoin de préallouer de la RAM à chaque conteneur. Ici, on voit l'avantage des conteneurs si on veut juste faire un lift and shift, et on peut même modifier et optimiser vers les microservices. Ici, on parle de restructuration d'une nouvelle architecture. Maintenant, nous allons compiler et exécuter un Docker container dans Service Fabric. Donc, on revient vers les templates. On utilise le même template Service Fabric afin donc de créer notre image comme d'habitude. On donne le nom donc, au projet. Clique sur Create. Et on va choisir Container ou Conteneur si vous avez la version française. On donne ici le nom de notre image. Et après, on va copier une image. J'ai déjà une image dans Docker Hub, donc je vais la copier directement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image publique. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé à mettre votre nom d'utilisateur et les coordonnées spécifiques à cette image. Ici, comme vous voyez, j'ai Docker Desktop Community qui est déjà installé et lancé afin de pouvoir compiler les conteneurs. Donc voilà, donc je copie ici l'image, je fais une copie tout simplement de l'image directement et je mets toutes les informations nécessaires. Comme j'ai mentionné, vous pouvez utiliser en début donc une image publique. Ce sera plus simple à compiler, à exécuter votre image Docker avant de commencer à créer des conteneurs, des applications. Donc là, on lance le projet et nous allons remarquer après dans la structure du projet qu'il y a donc dans la configuration l'image, notre image ici, comme vous voyez. Donc on peut faire la même chose, donc c'est la même chose, on compile, on aura une image locale de Docker et on verra si on essaie de vérifier au niveau de service Fabric Explorer, on trouvera une nouvelle application qui s'ajoute. Durant cette session, nous avons juste utilisé donc les stateless services. Nous avons créé donc Service Fabric en stateless service et de même pour .NET Core. Donc pour ce cas, il y a aussi donc le stateful service dont l'état est stocké déjà dans un service. On n'a pas pu couvrir aujourd'hui donc ce concept, ça sera peut-être pour une autre session. Mais dans ce schéma, vous pouvez comprendre la différence ici, donc surtout au niveau de consommation de la base de données. Si vous avez vraiment pas mal de services, donc avec plusieurs bases de données, le concept de stateful service sera plus intéressant que stateless service, surtout pour assurer qu'on n'a pas de latence au niveau d'exécution. Donc en conclusion, donc nous avons essayé aujourd'hui de couvrir un peu de concepts sur les microservices, pas en détail au niveau d'architecture et pattern, mais juste pour pouvoir parler par la suite sur les services fabriques et l'architecture, préparation de l'environnement, création donc d'un cluster, service fabrique, déploiement en utilisant donc Visual Studio en local
sur Azure. Donc, tout ce qui est monitoring et diagnostic, on n'a pas eu le temps aujourd'hui à y parler vraiment, mais surtout, quand on a parlé au niveau de Service Fabric Explorer, on a parlé on a dit peut-être on a des erreurs, peut-être on n'a pas des erreurs. À ce niveau-là, on peut voir, on peut faire le monitoring, la supervision, disons, de notre application, de l'infrastructure. On peut couvrir plus même. Et si on part au niveau Azure, on peut trouver donc Azure Monitor qui nous permet donc vraiment de faire une bonne supervision de toute nos VM, des services, des applications, ainsi de suite. Donc à la fin, on a essayé donc de voir comment on peut créer donc un conteneur déployé sur Service Fabric. Donc je vous laisse ici pas mal de références qui peuvent vous aider à comprendre mieux les services Fabric et surtout donc la documentation Microsoft. Il y a aussi donc une formation sur LinkedIn Learning qui est très intéressante. Je vous recommande vivement à la voir. Et donc je vous laisse avec ces références pour approfondir plus sur le Service Fabric. Donc je vous remercie d'avoir assisté. Je suis vraiment désolée donc des problèmes techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui lors de la diffusion. Donc comme vous connaissez, donc c'est le confinement. Donc on peut rencontrer pas mal de problèmes avec la présence des enfants donc et tout. Donc